face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse de recevoir Clémence. Suite à sa maternité, les questionnements professionnels s'emparent de Clémence. L'arrivée de son premier enfant est un vrai tourbillon qui remue et remet tout en cause sur son passage. Comment, après un premier enfant, accueille-t-on tous ces questionnements intérieurs et son désir de changement ? Clémence avait depuis longtemps cette fibre entrepreneuriale, mais n'osait pas sauter le pas. Elle nous raconte comment elle a réussi à faire tomber ses barrières psychologiques et à dépasser ses blocages pour devenir entrepreneur et fonder Prélude, une marque pour jeunes parents. Bonsoir Clémence et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi. Ce que je te propose de commencer à faire, c'est de nous raconter ton parcours et peut-être jusqu'à ta bifurcation de vie, ton changement professionnel en tout cas. Si tu veux bien, comme ça, nous recontextualiser ton histoire. Parfait. Alors, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être artiste, architecte ou commissaire-priseur. Beaucoup de choses qui tournaient autour de l'art. Et j'ai fait beaucoup d'histoire de l'art pendant mon lycée. J'ai pris ça en option pour le bac. Mais j'ai fait un stage en architecture en 3e. Comme quoi les stages servent, qui m'a montré, j'ai adoré mon stage, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je pensais. C'était pas des grands dessins sur une feuille, c'était presque de l'ingénierie. Donc ça me plaisait beaucoup moins que ce que j'imaginais. Donc j'ai décidé, dans le doute, d'aller en école de commerce. Donc j'ai fait une prépa et ensuite je suis entrée en école de commerce à l'ESSEC. Là-bas, il y a une grande liberté de parcours. Donc j'ai commencé toujours dans cette idée d'histoire de l'art à faire un premier stage au Louvre. Qui était génial. Donc c'était dans une espèce de mécénat un peu particulier. C'était génial, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de garder ça comme passion et que c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai travaillé ensuite dans différentes boîtes en marketing. Et là, ça a été un vrai coup de cœur parce qu'il y a la créativité que je recherchais quand j'allais me diriger dans le domaine de l'art, mais avec cet aspect business qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai travaillé un peu chez Danone, chez L'Oréal, et finalement j'ai continué dans les cosmétiques. Donc en sortant d'école, je suis allée dans les cosmétiques. J'y ai passé un peu plus de 4 ans. C'était plutôt un hasard que je tombe dans les cosmétiques parce que c'était pas une passion de base, mais il se trouve que le marketing des cosmétiques est hyper intéressant. Donc j'ai adoré mes années là-bas, et L'Oréal c'est une grosse structure. Donc je me suis posé des questions sur l'aspect hiérarchique un peu lourd au bout de quelques années. Et j'ai senti que c'était le moment de partir quand quelqu'un m'a contacté, Ning Li, qui est le fondateur de Typologie. La boîte n'existait pas encore. Et il m'a demandé si j'étais partante pour le rejoindre et l'aider à monter la boîte en tant qu'employée. Donc je suis arrivée, j'étais la 2e employée. Après le premier employé, Nassim, qui venait aussi de L'Oréal. Donc tous les deux, on a imaginé toute la gamme de produits. Et là, c'était génial parce que je découvrais l'entrepreneuriat. J'avais envie de découvrir ça. Donc, ça m'a permis de mettre un pied dedans avec quelqu'un qui était pro de l'entrepreneuriat parce que Ning avait déjà monté Made.com avant. Donc, j'étais à très bonne école là-bas. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai eu ma première fille, Hortense. Et là, je me suis posé plein de questions. Ce job que j'adorais, tout d'un coup, ne me convenait plus. Et j'étais complètement perdue. C'est là où j'ai fait le programme Chance et où je suis sortie du programme avec plusieurs pistes et j'ai décidé d'en suivre une. Et cette voie, c'était l'entrepreneuriat. Donc, j'ai monté ma propre marque qui s'appelle Prélude. C'est des objets pour la petite enfance, des cadeaux de naissance, du textile, de la papeterie, livres de naissance, etc. que j'imagine moi-même. Donc, il y a une part de créativité très forte, mais beaucoup de business parce que c'est monter une marque de zéro. Donc, on rejoint la fameuse... le fameux duo créativité et business dont tu parlais justement à l'instant. Exactement.
Et tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on revienne sur ce moment de questionnement sur la mission, la vision, la finalité du projet Prélude, au-delà du produit. Oui, en fait, ça a commencé pas par les produits, mais par un podcast. Quand j'ai eu ma fille, c'était en mars 2020. C'était au tout début du premier confinement, donc un moment particulier pour beaucoup de personnes. Et le fait de donner naissance et de devenir mère à ce moment-là, c'était très particulier. Déjà parce que j'étais seule à l'hôpital, donc pendant une semaine, j'ai vécu seule la maternité sans mon conjoint et j'étais complètement perdue. Il avait même pas le droit de visite? Il a eu le droit d'être là quand j'ai fait le travail toute seule à l'hôpital, et ensuite il a eu le droit d'être là quand j'ai accouché, c'est-à-dire qu'elle est sortie, c'était par césarienne, au bloc. Ensuite, il a eu le temps de rester 2 heures, il est reparti et il est venu nous chercher 6 jours après. Ah ouais. Donc j'ai vraiment passé une semaine seule à l'hôpital et c'était, j'étais pas bien. J'ai fait un petit baby blues et je savais pas trop comment m'y prendre. Les soignants de l'hôpital pouvaient peu venir dans notre chambre, enfin dans ma chambre, parce qu'il y avait des cas de Covid dans le service et qu'ils étaient en sous-effectif. Donc en fait, ils venaient très peu, et quand ils venaient très protégés, ils essayaient de pas avoir de contact avec nous. Donc en fait, je me suis sentie complètement seule, isolée dans une chambre. Et donc c'était un début un peu rude. Et ensuite, j'avais donc ce que je pensais être 3 semaines au début, puis un peu plus de confinement, où ma famille m'a pas du tout aidée dans cette nouvelle expérience, alors que je pensais être très entourée. Donc ils étaient là par la pensée, mais ils étaient pas là concrètement. Et oui, pas de leur fait en fait. Pas de leur fait du tout. Oui. Mais je me suis retrouvée très seule. Et en fait, j'ai beaucoup recherché sur ce sujet après parce que je me suis sentie très seule. Vraiment, ça m'a beaucoup travaillé. J'ai pas fait de dépression postpartum. J'étais plutôt j'allais bien, mais je me sentais seule. Parfois, j'étais perdue. Je savais pas trop comment résoudre plein de problèmes qui sont normaux pour des nouveaux parents, mais je me sentais sans aide extérieure. Et en plus, mon mec devait beaucoup travailler, il a pas pu prendre de congé paternité alors qu'il avait prévu de le prendre parce que sa boîte était un peu dans le mal à cause du Covid. Donc en fait, l'un dans l'autre, j'étais toute seule dans l'appart et je devais gérer comme je pouvais. Donc en fait, c'est un truc que j'ai recherché, ça s'appelle la solitude des nouveaux parents. C'est un phénomène assez récent, ça fait une 20aine d'années que ça existe. On en parle en tout cas. On en parle, c'est un fait sociologique. Et en fait, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, la morcellisation géographique de la famille. Les personnes partent de plus en plus loin, de plus en plus tôt. Donc, en fait, on a plus rarement sa famille autour, là où avant, on revenait souvent après ses études dans sa ville d'origine. Et la deuxième chose, c'est la digitalisation. C'est qu'en fait, on va aller chercher toutes les infos en ligne. On va beaucoup moins s'adresser à son entourage. Et comme on demande moins, en fait, on nous aide moins aussi. Donc c'est ce double effet fait que il y a beaucoup de parents qui se sentent seuls et je me suis reconnue dans cette description et donc j'ai voulu créer une marque qui aide les parents à travers 2 choses. Mon truc, c'est les produits, parce que toute mon expérience passée, c'est de créer des produits. Donc déjà, je voulais créer des produits qui les aident et aussi faire une vraie marque d'accompagnement, donc aller au-delà. La première chose, ça a été de créer un podcast de témoignages de parents. Donc je suis contente de passer de l'autre côté aujourd'hui parce que normalement, je suis à ta place. Et j'adore interviewer des parents et leur demander ce qui se passe exactement après la naissance. Parce qu'en fait, on s'interroge beaucoup sur la grossesse, l'accouchement. Il y a un côté mystérieux et fascinant de ces 2 périodes. Mais en fait, l'après, on oublie complètement. Et c'est là où on a besoin d'indications, d'aide. Je trouve que c'est là où on est le plus perdu. Et donc, de savoir pourquoi un bébé qui est censé dormir 20 heures sur 24 empêche ses parents de dormir et de prendre une douche, moi, ça me paraissait complètement inconcevable. En fait, quand on le vit, c'est le cas. Il dort peut-être 20 heures, mais les temps d'endormissement, la main sur la tête de l'enfant, enfin les moments où on peut pas bouger, pas faire de bruit dans la chambre, tout ça, ça fait qu'en fait, on a peut-être 3 heures de sommeil et 4 heures pour soi dans la journée. Et donc, si on devait résumer à travers tout ce partage authentique, et merci beaucoup pour ça, de ce que tu as vécu et donc de ce que tu as voulu apporter, si on voulait résumer la mission de Prélude, donc ce serait d'être pas uniquement une marque pour les enfants, mais en fait pour les parents, c'est ça? Exactement. Moi, je suis persuadée que des parents en forme épanouis font des enfants en forme et épanouis. Donc, je m'adresse vraiment aux parents, que ça soit dans l'utilité, c'est-à-dire le podcast, c'est pour les parents, les objets sont pensés pour les parents, et en design, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'objets de cadeaux de naissance qui sont très enfantins, ce qui est très sympa, mais je trouvais qu'il manquait d'une offre assez design qui soit plus adulte,
À l'image des parents, en fait. Exactement, pour avoir l'impression d'ajouter des objets dans son appartement qui nous plaisent à nous. C'est important de s'entourer de beauté dans cette période, parce que on vit vraiment dans... Alors, il y a plein de beaux moments. Là, je parle des moments durs. Il y a plein de beaux moments et il y a plein de moments durs. Et donc, dans les moments durs, je trouve ça très agréable et ça permet même de soutenir le moral, d'être entouré de beaux objets qu'on a plaisir à utiliser et qui, évidemment, sont pratiques. Donc, beauté et utilité pour aider les parents. J'ai pas d'enfant, mais c'est marrant parce que ma jumelle vient d'accoucher, donc ça me parle énormément et je lui ai offert en cadeau de naissance, tu sais, le tapis d'éveil. Oui. Et j'ai choisi quelque chose qui va bien avec leur salon parce que je me suis dit, il va être tout le temps dans le... Donc voilà. Donc en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis, même si je suis pas directement concernée. Mais justement, quand on parle donc d'objets beaux, t'aurais des exemples, je sais qu'il y a le bavoir notamment, ou voilà, 1 ou 2 exemples pour nous expliquer comment concrètement ces objets peuvent accompagner les parents. Oui. Alors, un des premiers produits que j'ai pensé, c'est le bavoir nourrisson, en effet, parce que j'allaitais et je donnais le biberon en même temps, allaitement mixte. Et quand je donnais le biberon, j'en revenais pas. Il y avait vraiment plein de liquide qui coulait dans le cou, et donc ça créait des irritations. J'avais une fille très bien portante qui avait plein de bourrelets, et ça créait des irritations dans le cou. Et donc en fait, le cou était jamais protégé par le bavoir qui s'arrêtait en bas du cou. Donc j'ai créé un bavoir qui permet de protéger les plis du cou parce qu'il y a un vrai col qui remonte, un col avec une jolie petite collerette parce que comme ça c'est joli pour les photos. On peut le laisser pendant toute la journée, même quand il bave, et c'est assez utile pour les bébés qui sont atteints de RGO, de reflux. Parce que du coup, ça permet de le garder. Gastro-œsophagique, c'est ça? Exactement. Ça permet de le garder toute la journée. T'as pas d'enfant, mais t'es très au courant des différents sujets. C'est ma filleule tout de même. Et qui se ferme à une main avec un aimant, parce que quand on a un nourrisson, on n'a pas envie de décaler sa tête, de devoir fermer avec difficulté. Donc le fait de le faire à une main avec un aimant, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui permettent de faciliter. Qui ont l'air de rien, mais en fait qui changent le quotidien. Une deuxième chose, c'est le sac à langer. En fait, le sac à langer, il y a beaucoup de marques qui vendent des sacs à langer où c'est juste des sacs avec vaguement 1 ou 2 poches un peu particulières. Moi, en fait, je rêvais d'un sac que je puisse déplier pour vraiment changer mon bébé comme une table de change nomade sur un banc dans un restaurant. Et donc, j'ai créé ça. Il y a 2 compartiments. Un compartiment où on met tout le bazar qu'on a besoin de prendre avec son bébé avec des poches adaptées, et un compartiment qui s'ouvre complètement sur tout le côté et qui déplie un matelas à langer intégré. Ce qui fait qu'on n'a pas à sortir quelque chose de son sac. C'est vraiment le sac qui s'ouvre, qui se déplie et qui fait une vraie table à langer. Et c'est celui-là aussi qu'on peut retransformer en pochette ordinateur plus tard, ou c'est un autre? Exactement. En fait, toujours dans cette idée de plaire aux parents, un sac à langer, c'est un sac qu'on achète d'abord pour soi parce qu'il nous plaît en design et on a envie de l'utiliser ensuite. Donc le matelas à langer s'enlève déjà pour pouvoir le laver et aussi pour pouvoir réutiliser le sac ensuite. Et toute la poche du matelas à langer se transforme en pochette d'ordi. Alors justement, ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser. C'est comment on crée une marque qui va nous engager à produire, à créer, tu vois, des produits dans l'ère de la surconsommation et des défis climatiques. Alors, tu viens un peu de donner une réponse en donnant une deuxième vie à tes produits. Est-ce que tu as d'autres éléments de réponse à ça? Alors déjà, je trouve ça très bien d'imaginer sa consommation autrement aujourd'hui. Donc, de pas forcément acheter des produits, mais d'aller sur toutes les plateformes de seconde main. Moi, je suis friande de toutes ces plateformes pour les vêtements, pour des accessoires et même se passer en famille, entre amis, plein de choses. Mais il se trouve qu'on a quand même des éléments à acheter et que quand on achète, il faut avoir le choix d'aller vers des marques responsables. Donc Prélude, c'est une marque qui produit tous ses tissus en France, tissés et teints. Et ensuite, la confection est en France et au Portugal. En France, pour toute la papeterie, l'impression se fait à Paris, et au Portugal. Donc ça veut dire que les salaires, toute la valeur va à des gens d'Union européenne, enfin Portugal ou France. Donc on participe à l'économie plus ou moins locale, selon totalement locale pour le côté imprimerie et proche pour l'aspect tissu. Donc un aspect comme ça, et également des produits durables qu'on va utiliser pendant longtemps. D'où la qualité des produits, c'est hyper important pour nous, qui durent des années, qu'on puisse les donner aux enfants autour de soi ensuite. Et moi, je serais ravie de voir les produits Prélude sur des plateformes de seconde main, par exemple. Ça serait un vrai plaisir parce que c'est le but. Mais quand on veut acheter des produits neufs, il faut qu'ils puissent être de qualité et surtout qu'ils respectent des valeurs qui sont importantes pour nous. Et ça, je vais être un peu cash.
Mais j'imagine que ça coûte plus cher que d'aller exporter de la moins bonne qualité super loin. Ouais. Comment on fait pour faire, surtout une jeune boîte comme la tienne, un business model qui soit fiable, viable, pas fiable. Comment on fait? Alors au début, j'étais hyper idéaliste. Déjà, je me suis rendu compte en cherchant que beaucoup de grandes marques produisaient en fait en Chine. Et je me rendais pas compte, c'est des marques qui parfois ont une image du nord de l'Europe parce que leur marketing, le marketing et le design est fait là-bas. Et en fait, il y a beaucoup de marques d'enfance qui produisent ailleurs. Et heureusement, il y a beaucoup de petites marques très courageuses qui se lancent en Europe. Au début, j'étais complètement idéaliste parce que je me rendais pas compte des coûts de production, de la différence. J'étais partie bille en tête sur toute une production française. En fait, assez rapidement, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je pouvais pas faire la confection en France, c'est-à-dire la couture de mes produits. Sinon, je devais vendre mon sac plus de 200 €. Or, moi, j'achèterais jamais un sac à plus de 200 €. Donc, en fait, si je peux pas être ma propre cliente, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'ai essayé de trouver les bons compromis. Et c'est toujours ça, trouver le bon compromis entre la vraie qualité et ne pas abandonner ses valeurs, tout en étant réaliste, parce que je monte en business. Et le but, c'est de gagner ma vie, de pouvoir embaucher des gens, de pouvoir dégager du bénéfice pour réinvestir, créer d'autres collections. Et tout ça, ça demande une marge importante. J'ai dû augmenter un peu mes prix, à la fois à cause de ça, parce que j'ai réalisé que certaines de mes marges n'étaient pas assez grandes pour aller en retail, notamment, avec les intermédiaires. En magasin. Exactement. Et également parce que mes coûts ont augmenté. On sait tous que récemment, pour toutes les marques, les coûts augmentent. Et ils augmentent beaucoup plus en Europe, évidemment, avec la question de l'électricité, de la crise de l'Ukraine, des disponibilités des matières premières, que dans les pays lointains. Donc, encore une fois, c'est les marques responsables qui pêchent un peu plus. Mais si j'ai un message, c'est vraiment regarder d'où viennent les produits que vous achetez, parce que ça a un vrai impact sur l'économie locale, mais votre propre pays. Enfin, vraiment... c'est un impact fort et c'est à nous de changer notre consommation et c'est aux marques d'offrir la possibilité de la changer avec des prix quand même accessibles et une offre attirante. Mais c'est aux deux de faire des efforts et évidemment les marques ont un grand rôle à jouer. Et tu parlais juste avant de gagner sa vie. Toi, c'est le cas aujourd'hui? Pas encore. Là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté que j'ai quitté mon CDI. Et c'est une grande chance en France quand on quitte sous certaines conditions un CDI, on peut toucher le chômage. Et ça, en créant une boîte. Et ça, c'est une énorme aide de l'État. Et je pense que, je sais plus quel est le chiffre, mais en fait, il y a une grande partie des boîtes qui verraient pas le jour s'il y avait pas ce chômage pour création d'entreprise. Donc, j'ai la chance de le toucher. Et là, ça s'arrête. Ça fait 2 ans. Donc, ça va être le grand pari de pouvoir me payer. C'est dur, franchement, parce que on n'a pas envie de dégager du cash de sa boîte pour se payer, mais d'un côté, ça a rien de créer un business si il est pas rentable, ou alors si on n'a pas de moyens de financement pour financer des salaires. Donc c'est un gros challenge qu'on relève cette année. Je dis on parce que là on est plusieurs. T'as embauché ou c'est des freelances? J'ai embauché une personne en CDD quand je suis partie en congé maternité. J'ai accouché de ma deuxième fille en octobre, là il y a 4 mois. Félicitations. Merci. Et je voulais vraiment que Prélude continue pendant mon absence, mais je savais d'expérience que j'arriverais jamais à faire les deux à fond et que je préférais prendre une période complètement off et que quelqu'un s'occupe de Prélude pour ensuite revenir en pleine forme, c'est un grand mot, mais au moins revenir à 100%. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai embauché quelqu'un en CDD et là avec qui je vais peut-être m'associer. Et on a une stagiaire également. Donc là on est 3 chez Prélude et ça donne beaucoup d'énergie d'être plusieurs. Et si on revient un peu à la période du questionnement, avant toute cette belle histoire, même si elle n'est pas terminée, qu'il y a encore beaucoup de défis, c'est quand même déjà aussi des belles réussites. Au moment où tu te posais des questions, je me rappelle que tu nous disais avec Marine de Chance, quand tu nous parlais un peu de cette époque-là, que en même temps ton équipe te plaisait, puis en même temps ton métier te plaisait plus. Donc ça fait un peu penser aux 4 piliers, tu sais, de Chance. Il y a la finalité, le métier, l'environnement et les impératifs. Est-ce que c'est pas un peu un piège et comment on fait pour faire la part des choses dans ces cas-là où on se dit en fait ça va, j'adore les gens avec qui je bosse, donc je vais rester. Tu vois ce que je veux dire? Comment on fait la part des choses entre ce qui est vraiment important ou ce qui est non négociable et donc il faut bouger? C'est hyper dur. En fait, moi, j'ai eu un moment où j'ai réalisé que ça allait plus et j'ai eu besoin d'atteindre ce moment pour prendre la décision de partir. Parce que pendant longtemps, je me disais,
mon métier m'a beaucoup plu. Donc en fait, c'est peut-être une passade. C'est peut-être que ma finalité, je vais la retrouver. Enfin voilà, j'avais l'impression que tout pouvait revenir. Et en effet, j'adorais mon équipe. C'était hyper excitant d'être dans une marque qui grossissait très vite. Enfin, il y avait plein de raisons de rester. Mais d'un autre côté, au fond, ça ne m'allait plus. Et en fait, je m'en suis rendu compte un jour où je testais des patchs pour les yeux pour J'adore cette histoire. un nouveau produit. C'était juste après mon retour de congé maternité. Et du coup, je me prenais en photo avant-après, enfin pour essayer de voir si ça avait vraiment de l'effet. Et comme j'avais des cernes, je pouvais vraiment voir si ça avait de l'effet. Et en regardant mes photos, je fais jamais de selfie, donc c'était un des rares selfies que je faisais. Je me suis rendu compte que vraiment, mais cette fille avait l'air malheureuse, comme une pierre. Et donc, je me suis vraiment regardée en face pour une fois. Je sais que ça fait à certaines personnes ça quand ils se regardent dans le miroir le matin en disant mais là j'ai aucune envie d'y aller, en fait ça va pas du tout. Et donc c'était mon moment de révélation où je me suis dit non mais ça va pas. Maintenant il faut vraiment que tu passes à autre chose. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir. Et ça t'a pris combien de temps en tout entre le début du questionnement et le moment où t'as vraiment enclenché l'action? À ce moment-là j'ai commencé Chance. J'en avais déjà entendu parler, donc ça a été assez rapide le moment où je me suis dit que j'allais commencer et le moment où j'ai vraiment commencé. J'ai mis 2 mois, je dirais, septembre-octobre, à faire le parcours. Et j'étais très pressée au début parce que j'avais envie de partir. Donc j'avais envie d'avoir des réponses. Et ma coach me disait attends, prends le temps de le faire vraiment bien. Et je suis contente qu'elle m'ait dit ça parce que en fait c'est tellement une réflexion que j'ai pour les années qui suivent. C'est-à-dire que souvent je vais relire des choses que j'ai écrites pendant Chance. Donc c'est vraiment un moment hyper important d'introspection, notamment la première partie où on pense pas au métier. Et ça, heureusement qu'elle m'a dit de le faire petit à petit et de passer du temps dessus parce que c'était vraiment un socle important. Et au bout de 2 mois, je savais un peu plus ce que je voulais faire. J'en ai parlé à mon boss et je suis partie assez rapidement. Je commençais en janvier mon nouveau projet. Et comment ça a été pris ça, d'ailleurs, par ta hiérarchie? Très bien, parce qu'en fait, je m'adressais à un entrepreneur et je lui disais que je voulais monter une boîte. Donc en fait, il comprenait ce besoin de monter sa propre boîte. Donc il m'a vraiment accompagnée dans cette transition. C'était une chance. Ouais, c'est super. Et comment t'as fait pour faire ce parcours alors qu'à l'époque, si j'ai bien compris, t'avais déjà un bébé, t'étais encore en poste, donc ça fait quand même beaucoup. Et on entend parfois effectivement des personnes qui ne veulent pas se lancer dans cette réflexion parce qu'ils disent j'ai pas le temps. Toi, comment t'as fait pour concilier tout ça? Ça prend du temps. Honnêtement, je pensais que ça en prendrait un peu moins. Mais c'est tellement des réflexions profondes que ça prend du temps parce que on va vraiment creuser au fond de soi. Donc en effet, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps, mais j'avais vraiment besoin de le faire. Comme je t'ai dit, je ressentais que j'étais plus à ma place, qu'il fallait que je bouge. Je sentais une espèce d'urgence à le faire. Donc je sentais que ça serait ma priorité pour les mois qui venaient. Après mon bébé quand même. Mais le soir, j'étais contente d'annuler un dîner pour le faire pendant 2-3 heures. Je sentais que c'était plus important que d'autres aspects de ma vie. Et ensuite, j'ai toujours fait des choses à côté. J'ai déjà écrit des livres qui sont jamais sortis, mais j'ai déjà écrit plusieurs manuscrits. J'avais déjà lancé une petite boîte en parallèle de mon job chez L'Oréal, une boîte de bougies. Enfin, j'ai toujours fait des choses à côté. Donc en fait, là, je me suis concentrée sur ce projet à côté. Et je l'ai fait comme un projet pro en fait. J'y mettais la même rigueur. Et j'avais des petits moments de découragement parfois quand ou alors je sais que j'avais rendez-vous avec ma coach et j'avais pas fait les bons modules, donc je les faisais entre minuit et 2 heures. Mais j'ai jamais regretté le temps passé dessus parce que comme je te dis, c'est un socle de réflexion encore aujourd'hui. Un socle de réflexion aussi bien sur les apprentissages que tu peux réutiliser aujourd'hui que sur la méthodologie, j'imagine, oui. Le questionnement, par exemple le modèle de prise de décision, etc. Exactement. Quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant le parcours, c'était le fait de poser des questions à ses pairs. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire soi-même. Donc en fait, c'est super de pouvoir être forcé par un programme à le faire. Donc c'est demander à ses pairs là où on est bon, quelles sont nos forces. J'avais demandé à des membres de ma famille, de certains de mes amis très proches, de répondre à ces questions. Et ça, je l'ai refait récemment. En fait, c'est très riche, oui. Oui. Et j'arrive beaucoup plus on a du mal
alors je sais pas si c'est en tout cas moi j'avais du mal à accepter mes forces parce que comme beaucoup, et c'est un peu le côté il y a un côté culturel, je trouve, en France, où en fait on n'a pas trop le droit de se mettre en avant de manière aussi forte en disant moi je suis forte là-dedans. En fait, si, tout le monde est fort dans des domaines différents, on a le droit de le dire et surtout de le savoir. Et donc là, je le fais beaucoup plus dans ma boîte actuelle. Je demande aux gens, par exemple dans ma com sur Prélude, là où ils trouvent que je suis bonne et là où je suis pas bonne. Et en fait, ça permet de pousser les forces et de corriger les faiblesses, ou en tout cas de les cacher ou de moins le faire. Ou de s'améliorer. Voilà, exactement. Donc si je résume, pour réussir à compiler tout ça, déjà c'était le bon moment pour toi. Il y avait une histoire de priorisation également. Ce qui veut pas dire que c'était ta priorité absolue puisqu'il y avait ton bébé, mais c'était au moins la deuxième priorité. Et aussi une histoire d'expérience et de caractère avec ton expérience de multitâche et multiprojet. Et justement, pour rebondir là-dessus, tu dis que tu écrivais des livres. Il me semble aussi que tu avais monté une petite boîte de bougies, que tu avais un compte Instagram de lecture. Oui. Donc, on sentait quand même déjà cette espèce d'élan vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui faisait jusque-là que tu ne poussais pas cet élan au-delà de la sphère, on va dire, hobby à côté, tu vois? Ça a été un frein très fort que j'ai réussi à lever grâce à chance. J'en avais pas conscience avant. J'avais peur de l'échec. J'avais peur du regard des autres si j'échouais, en fait. J'ai de personnalité, j'aime bien plaire en général. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'opposer totalement. Je fuis les conflits, j'aime bien être dans le compromis, trouver le compromis entre des personnes qui sont pas d'accord. Enfin voilà, je suis plutôt dans cet aspect-là de sérénité entre les gens. Et donc de la même manière, j'ai du mal à me dire que je peux déplaire ou que on peut penser quelque chose de moi qui déplaît. Et donc l'échec était pas évident pour moi à assumer. Et en fait, le jour où, grâce à ma coach et globalement au parcours chance, j'ai réalisé que en fait je m'en fichais d'échouer et que ça faisait partie de la vie et que en fait c'est moi qui m'en faisais une montagne et que les autres allaient pas du tout me juger à cause de ça. Enfin que je pouvais me détacher du regard de l'autre et qu'en fait j'avais envie de me lancer si ça échouait. Et statistiquement, il y a plus de chances d'échouer que de ne pas échouer. Tout à fait. En fait, que c'était le chemin et le fait de me lancer qui me plaisait, la créativité, le fait de lancer des nouveaux projets, des nouveaux produits, et que l'échec pouvait en faire partie et que c'était comme ça. Et j'aime beaucoup l'esprit américain pour ça. C'est que là-bas l'échec est valorisé et dans la culture américaine, échouer ça veut dire qu'on a tenté et que la prochaine fois on fera pas ces erreurs-là. Et je le vois, j'ai appris tellement de choses depuis le début de Prélude. En fait, si je devais embaucher quelqu'un, j'adorerais embaucher quelqu'un qui a foiré une boîte avant parce que je me dirais mais il y a tellement de choses à m'apprendre et c'est vraiment quelque chose que je pense, c'est que l'échec rend beaucoup plus fort, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins peur. Et d'ailleurs, je trouve ça bien tous les podcasts qui partagent les échecs des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, on a tendance à les mettre sur un piédestal en pensant, on interviewe ceux qui ont réussi, qui se retournent en reprenant les étapes de leur réussite. Mais ils ont tous eu des échecs avant. Et c'est hyper riche de penser ça parce qu'on a tous des difficultés dans la journée. On a tous des challenges à surmonter. Et les réussites sont vraiment les résultats des difficultés et des bonnes décisions et de la capacité de rebondir. Donc voilà, le fait de passer au-dessus de cette peur de l'échec, ça m'a permis de me lancer vraiment. Et je suis trop contente de m'être lancée parce que les projets à côté me satisfaisaient pas tout à fait. C'était pas suffisant. Non. D'ailleurs, à propos de l'échec, et Marine qui réalise ce podcast me coupera au montage si je me trompe, mais il me semble que Charles Pépin, un philosophe et conférencier, a écrit un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec. En tout cas, j'ai lu un livre de lui sur l'échec, et ça me fait penser à ce que tu dis sur le fait effectivement qu'on apprend, que ça peut être valorisé, que ça nous fait grandir. Il y avait aussi autre chose qui est qu'on savoure plus les réussites si en fait on accepte aussi l'échec. Ça me fait penser à ça. Je me demandais aussi, est-ce que tu as eu l'idée de Prélude avant de te lancer, ou est-ce que tu t'es lancé en te disant j'ai pas encore d'idée mais je vais trouver une idée? J'avais déjà un peu l'idée, je l'ai affinée évidemment au fur et à mesure, mais j'avais déjà l'idée. Je voulais pas me lancer forcément en cherchant une idée
il y a des entrepreneurs qui se lancent comme ça, c'est-à-dire ils se disent je vais lancer une boîte, bon bah je vais rencontrer des gens, je vais trouver une idée et je vais me lancer. C'est ça. Moi je voulais me lancer parce que j'avais eu cette expérience de parentalité. Oui, on me pose souvent cette question, c'est pour ça que. Ouais, mais je pense que les deux sont valables. Je pense que j'ai cette fibre, en tout cas j'aime bien lancer de nouveaux projets, donc j'aurais peut-être eu un autre déclencheur et un autre projet derrière, mais c'est vraiment le fait d'avoir eu ma fille qui m'a donné envie de me lancer. Et comment, au-delà de l'idée, on devient entrepreneur en termes de savoir-faire, savoir-être? Donc il y a, je l'ai été moi-même, donc je vois un peu les différentes branches, mais tu vois, apprendre à lancer une marque, à gérer la communication, l'administratif, pour toi tout ce qui est trouver les fournisseurs, gérer la logistique, faire un business plan. Ouais. Et surtout, toi, tu t'es lancé sans associé. Comment est-ce que, alors, sauf si tu savais tout faire à la base, mais ça, comment on apprend à faire tout ça en fait? Alors les premiers mois j'étais seule de janvier à l'automne. Ensuite j'ai une amie qui m'a rejoint pendant quelques mois sur le projet et c'était vraiment super d'être deux. Ensuite l'année dernière j'étais en grande partie seule avec une stagiaire et là une autre personne me rejoint. Donc voilà, il y a eu des différentes phases, mais quand je me suis lancée seule, j'avais l'impression de pas être complètement perdue parce que j'avais eu cette expérience typologie avant. Où en fait j'avais vu le lancement d'une marque. C'est pas le même domaine, c'est pas les mêmes métiers, et d'ailleurs j'avais pas touché à tout parce que j'avais mon métier dans la boîte, mais j'avais quand même vu comment ça se passait. Ça m'a beaucoup aidé parce que dans les étapes du début je savais à peu près où j'allais, à peu près, parce que j'ai découvert plein de choses sur le coup trop tard. J'ai fait des erreurs, mais au moins j'avais en tête le fait de devoir acheter mon nom de domaine, de devoir déposer ma marque, de devoir imaginer une belle image de marque. Là-dessus, je me suis fait aider de la directrice artistique de Typologie qui était partie à ce moment-là. Je voyais à peu près les premières choses à penser, et ensuite c'était un peu plus dans le flou. Je dirais que ce qui peut aider, c'est de discuter avec des gens, même des gens qui ont pas forcément lancé leur marque, mais en fait tous les métiers sont utiles quand on lance une marque. Donc en fait, quand on discute avec un ami, quand on prend un verre à la fin de la journée, ça vaut le coup de s'intéresser à son métier, de lui demander vraiment ce qu'il fait. Ça peut paraître idiot, mais en fait, on apprend plein de choses comme ça. Et ensuite, on sait beaucoup plus qui appeler quand on a une question. Et ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, pour acheter le nom de domaine, je savais pas du tout comment négocier avec un broker pour acheter Prélude.fr. C'était quelqu'un qui l'avait acheté. En fait, les noms de domaine, c'est comme les maisons. Les gens les achètent et les revendent, il y a un marché, et des brokers, des intermédiaires. Et donc là, Prélude.com était beaucoup trop cher. Donc je m'intéressais à Prélude.fr. J'avais aussi Prélude.io. Enfin, j'avais plein de domaines en tête. Et en discutant avec un ami, j'ai été mis en relation avec quelqu'un dont c'était le métier, mais complètement par hasard, qui m'a donné 2-3 tips pour négocier le nom de domaine. Enfin voilà. Donc vraiment, en discutant avec des gens, en s'ouvrant aux autres et en discutant avec les autres de ces problématiques, je trouve que ça résout plein de choses. Parce que quand on se lance seul, il faut vraiment pas tourner toute la journée avec soi-même, on s'en sort pas sinon. Donc savoir s'entourer. Et en même temps, là, tu parles de gens qui étaient soit tes amis, soit ton entourage. Comment faire quand on arrive sur un terrain où on n'a personne dans son réseau? Et je pense à toi notamment pour ce qui est le textile. Comment t'as fait pour, on va dire, infiltrer ce réseau qui n'était pas le tien à la base? Bonne question. En fait, je pensais avoir aucun réseau dedans. Finalement, j'avais mis une story sur mon Instagram perso qui est fermée, donc avec seulement mes amis. Et je leur ai demandé, je cherchais absolument des fournisseurs de textiles. J'en trouvais aucun, j'en trouvais sur Internet, mais en fait, j'étais pas sûre de qui y avait derrière. Je les avais au téléphone, c'était pas clair, je savais pas qui était, comment s'organiser le domaine. Enfin, vraiment, j'y connaissais rien. Et en fait, il y avait toujours des gens qui connaissaient des gens qui me mettaient en relation. Et à chaque fois, c'était lointain, 2 ou 3 maillons. Ouais. Mais quelqu'un me disait, attends, une amie d'amis a monté, il me semble, une marque de vêtements de sport, donc qui avait rien à voir. Et je te mets en relation. C'est grâce à cette personne que j'ai eu mon contact au Portugal de l'atelier familial, qui est un atelier de 10 personnes. J'aurais jamais pu le trouver autrement. Mais donc j'ai vraiment sollicité mon réseau qui n'avait rien à voir avec un réseau textile. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de coups de fil. Sur Internet, où c'est vraiment du démarchage. J'envoyais des demandes de devis et j'ai essayé de comprendre quand j'avais les personnes au téléphone
j'essayais pas de faire la pro, je me cachais pas de rien y connaître, et je leur disais quand ils me disaient ah non mais alors c'est pas du tout notre métier, je leur disais voilà, qui peut m'aider, est-ce que vous auriez des noms, comment ça se passe exactement, comment est-ce que vous fonctionnez, enfin, vraiment je posais des questions très basiques pour bien comprendre, et ça m'a aidé au fur et à mesure. Mais je pense que c'est dur de lancer une boîte sans réseau. Honnêtement, j'admire beaucoup les gens qui le font. Quand on a moins de réseau, par exemple, quand on sort d'école, en général, ou quand on sort d'études, on a moins de réseau pour se lancer. Quand on n'a pas fait d'études, encore moins. Et j'admire beaucoup les gens qui le font parce que même si j'y connaissais rien en textile, j'avais eu cette première expérience typologie qui fait que j'ai eu plein de recommandations d'acteurs en logistique, en finance, en compta, enfin et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un certain réseau au départ, et comme je sais que c'est un sujet de chance, d'égalité des chances, quand on lance une boîte, on n'est pas du tout à égalité des chances. C'est impressionnant. Et donc si vous écoutez ce podcast et que vous cherchez des contacts que je peux vous donner, n'hésitez pas à me contacter sur l'Instagram de Prélude. Mais j'ai une grande admiration pour les gens qui se lancent sans réseau du tout dans l'écosystème des startups, parce que c'est très dur. C'est d'ailleurs effectivement la philosophie de la communauté chance. Donc merci pour ce que tu viens de proposer. C'est complètement l'état d'esprit. D'ailleurs, est-ce que tu as signé la charte chance? Oui, absolument. Voilà. Donc ce que tu viens de dire illustre parfaitement ça. Mais il existe également des associations. On a interviewé ici Grégory Pouy qui a collaboré notamment avec des personnes qui ont monté une association pour aider les jeunes de zones urbaines de périurbaines qui ont des projets professionnels sans réseau. Donc ouais, et c'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est bien de s'appuyer sur ces communautés ou associations quand on peut, et merci pour ta proposition. Je reviens un peu en arrière, mais je repense en t'écoutant à des questions que j'avais envie de te poser et que je t'ai pas posées. Quand on parlait tout à l'heure de signes avant-coureurs, donc il y avait ton histoire du patch là, c'était un vrai déclic, mais aussi les questions que tu te posais par rapport à ton métier, ce que tu faisais au quotidien. Il y a eu d'autres signes, tu vois, que tu pourrais lancer un peu comme des alertes à des personnes qui sont un peu dans la zone grise et savent pas s'ils sont en questionnement ou pas. D'autres signes avant-coureurs de je suis pas bien là où je suis, tu vois. J'avais souvent envie de faire des tâches qui sortaient de mon métier. Je sentais que j'étais attirée par autre chose. Même avant mon congé maternité, j'ai toujours trouvé mes scopes un peu réduits. J'aurais aimé toucher à tout. Okay. Et donc ça, je sentais que c'était dès qu'on me mettait un peu plus dans un stylo, j'étais frustrée. Je ressentais beaucoup de frustration. Et en fait, quand je réfléchissais, c'était pas un problème de la boîte ou de la description de mon job, c'était que moi j'étais pas forcément dans mon job. Donc ouais, pas mal de frustration et aussi beaucoup d'attrait vers les fondateurs de boîtes. J'ai écouté pas mal de podcasts, je suis très podcast, de podcasts d'entrepreneurs. Ça me mettait des étoiles dans les yeux. Je sentais que c'était un domaine qui m'intéressait. Et il me semble que, je sais plus si je t'ai entendu ou lu quelque part, mais je t'ai vu tellement de fois en témoignage que je ne sais plus. Tu disais aussi quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, mais bien sûr, reprends-moi si je me trompe, c'était que t'avais plus forcément envie de parler de ce que tu faisais à des dîners ou tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, j'ai toujours adoré parler de mon métier. Quand j'étais chez L'Oréal, j'étais passionnée, chez Typologie aussi, et vers la fin, c'était un poids de reparler de ma journée de travail, tout ce qui avait attrait à ma journée de travail le soir, donc ou en dehors du travail. Donc c'est bien que j'étais plus épanouie là-dedans. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comme je disais que le regard de l'autre était important pour moi, surtout à l'époque, sur ce que je faisais, sur mon travail, la peur de l'échec, etc. J'avais dit au début du parcours chance que c'était important pour moi que la personne comprenne rapidement, quand j'étais à un dîner et que je tombais à côté de quelqu'un, ça me plaisait que la personne connaisse ma boîte, parce que je trouvais ça plus simple. Comme ça, j'avais pas à sortir les rames. Et en fait, je trouve ça génial aujourd'hui de devoir expliquer de zéro, ou alors encore pire, quand j'avais pas lancé ma marque encore, que j'étais en train de travailler dessus dans l'ombre, de partir de zéro pour expliquer quelque chose. En fait, j'ai trouvé ça hyper excitant. Donc, il y avait certaines choses que j'avais en tête que je pense plus du tout aujourd'hui. Ouais, c'est super intéressant. Et quel conseil t'aurais justement à donner
à ces personnes qui se posent des questions, mais qui peut-être qu'ils les refoulent, les mettent sous le tapis, que ce soit par peur, par culpabilité ou parce qu'ils sont déjà en surmenage. Comment faire dans ces moments-là? C'est compliqué parce que ça fait remuer des choses assez profondes. Donc je dirais de pas culpabiliser, de pas oser les poser tout de suite. Si on sent que c'est pas le moment, on peut prendre son temps. Il faut pas se mettre la pression. On n'est pas toujours hyper épanoui dans son milieu professionnel. Ça veut pas dire qu'on doit absolument trouver une nouvelle voie, se reconvertir immédiatement. On peut prendre le temps, trouver le bon moment pour se poser des questions et se les poser à ce moment-là. C'est pas toujours. Par exemple, je sais que c'est assez compliqué de changer de poste en revenant de congé maternité. Parfois, on se pose beaucoup de questions quand on a eu un enfant et changer juste à la fin de son congé maternité, ça peut être dur. Prendre un nouveau job, des nouvelles responsabilités, un nouvel univers, des nouveaux collègues, des nouveaux repères, quoi. Voilà, des nouveaux repères. Alors même que en perso, on n'a que des nouveaux repères, ça peut être difficile. Donc déjà, ne pas culpabiliser de pas réussir à se poser les questions. On se les pose quand on peut, quand on sent que c'est le moment. Et ensuite, prendre les choses en main. Quand on sent que c'est le moment, là, il faut vraiment y aller. Moi, je suis plutôt une personne de l'action, j'aime bien faire. Donc j'avais besoin de les prendre en main, mais j'étais soutenue par mon conjoint qui a dit OK, pose-toi les bonnes questions, quelle que soit la réponse, trouve ce qu'il faut pour t'épanouir. J'étais soutenue par mon entourage globalement, ça aide. Donc peut-être bien expliquer à son entourage pour avoir ce soutien au moment où ça sera un peu plus dur. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Prélude? De continuer à créer plein de produits. C'est pour ça que j'ai lancé Prélude. C'est pour créer plein de produits pour aider les parents. Et donc, j'espère que j'en ai encore plein à créer par la suite. Et de grandir et de pouvoir embaucher des gens. On parlait de ça tout à l'heure. J'aimerais vraiment faire grandir l'équipe et faire grandir la marque comme ça. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci encore beaucoup pour ton temps et ton témoignage. Beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.